Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui vous permettra de découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte Vampire V5. Vous allez comprendre, c'est une boîte qui pourrait faire même office de jeu de société puisque à l'intérieur il y a tout ce qu'il vous faut dès l'ouverture pour pouvoir faire des parties. Un livret de règles très bien détaillé, 5 decks qui vous permettra de découvrir 5 clans de l'univers de Vampire la Mascarade, 5 fiches récapitulatives qui vous permettra de comprendre ce que les decks feront en gros, et évidemment des compteurs de sang et un marqueur d'avantage. Évidemment, nous, ce que nous allons voir dans cette série de vidéos, c'est comment jouer les decks de la boîte. Et bien sûr, si vous voulez sortir de l'expérience de jeu de société, c'est comment améliorer les decks que vous allez pouvoir trouver dans la boîte via d'autres produits de Black Chantry Productions. Bien évidemment, cette introduction sera commune aux 5 vidéos qui représenteront les 5 decks de la boîte, donc n'hésitez pas à la passer la prochaine fois. Voici donc le deuxième deck de cette boîte VTES V5. Il est représenté par le clan Nosferatu, un clan de vampires au visage déformé et hideux, mais bon, qui a besoin d'être beau quand on a l'information et la puissance. Vous allez vite comprendre, ce deck est un peu particulier. C'est principalement un deck combat, ce qu'il faut savoir. Donc il peut être très puissant en combat. Donc il peut facilement envoyer des vampires en torpeur. En revanche, il est un peu hybride, que ce soit en termes de rush, c'est-à-dire d'agression directe en combat, d'installation et de défense. Donc c'est un deck qui a un potentiel certain, clairement une grande marge d'amélioration. En revanche, c'est probablement le deck de la boîte qui est le plus inconstant. Soyez préparés. Nous allons donc commencer par la crypte. Vous allez voir, c'est une crypte qui, un petit peu comme le deck, elle est un petit peu hybride. Il y a de très bons vampires, des vampires très mauvais. Et les disciplines ne sont jamais tout le temps supérieures. C'est assez problématique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les disciplines de clan des Nosferatu, c'est puissance, animalisme, ainsi que obfuscate. Donc puissance, clairement, c'est une discipline de combat. Animalisme, c'est une discipline principalement de combat avec des cartes un peu de support, mais ce sont des cartes en général très fortes et très puissantes. Et Obfuscate, comme vous l'avez déjà vu, c'est une discipline de discrétion qui sera peu utilisée dans ce deck. Donc le premier vampire, c'est la douarière, un vampire primogène, donc une voix. Vous allez voir, hein, dans cette crypte, il y a très peu de voix, vous n'allez pas du tout être impactant lors des votes, à part quelques fois, mais c'est clairement pas du tout votre tasse de thé. Alors un vampire très intéressant parce qu'elle a animalisme en supérieur, Obfuscate en supérieur, ça c'est voilà, c'est toujours sympa, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la discipline principale du deck. Et surtout, elle a un bonus de 1 d'interception contre les actions dirigées, ce qui est très 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 utile. Elle est accompagnée par Larissa, Larissa aussi primogène, hein. Animaliste supérieur, puissance inférieure, obfuscate supérieur, donc un petit peu comme on va dire sa sœur. Donc très forte, elle a aussi un pouvoir qui permet de défausser des cartes d'animanisme pour gagner 1 de morsure. Donc vraiment un vampire très fort. Et sinon aussi il y a Lenny, Lenny qui est aussi primogène. Lui, il n'a pas Obfuscate supérieur, il a que en inférieur, mais ce n'est pas très 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 utile. Et lui, par contre, il a de base un bonus de morsure à +1. Comme vous pouvez le voir, ce sont des vampires, ce sont eux, hein, vos 3 vampires clés. Ce sont des vampires à 6, donc des vampires, mine de rien, mid-cap, qui ne coûtent pas réellement très cher. Très vite, ils sortent en 2 tours.
Ensuite, vous allez voir, hein, le reste de la crypte, c'est simple. Il y a tout simplement Belindé, Prince Nosferatu, Offuscate supérieur et toutes les autres disciplines en inférieur. Le fait qu'elle ait deux voix, ça ne pallie pas son titre de prince. C'est pas l'un de vos meilleurs vampires, hein. Non, c'est pas fou. Par contre, à côté, il y a Horace. Horace, lui, animalisme en inférieur, puissance en supérieur. Alors là, on commence à parler. Lui, en combat, il rigole pas. Clairement, lui, vous allez voir avec le reste des cartes, mais c'est lui qui met les plus grosses patates de votre deck. Un autre vampire, euh, Woneka, tout simplement, un puissance supérieure, intéressant. Voilà, c'est un vampire petite capacité à 5 ouais, qui a puissance en supérieur, donc c'est très bien. Un vampire à 4 classique, hein, qui a les disciplines de clan tout en inférieur, pas fou, clairement, c'est sympa, mais sans plus. Tante Linda, ça c'est un vampire très intéressant. Tout simplement parce que c'est un vampire qui a puissance en supérieur. Mais il a, pour un vampire, capacité 4. Donc c'est très fort. En revanche, puissance en supérieur, vous allez voir avec les cartes, c'est un vampire très puissant en combat. Donc, mais qui ne peut pas jouer de carte d'action. C'est pas très utile. Donc vous vous retrouvez très vite avec ce vampire très puissant que personne ne veut bloquer en fait. Donc voilà, un vampire intéressant, mais vous allez vite comprendre que elle est limitée. Et ensuite, tout simplement, un vampire vraiment très mauvais, animalisme en inférieur, offuscate en inférieur. Y a rien à faire, hein. Si jamais vous partez dans le deck building, il y a beaucoup de vampires en gros à retirer. Principalement, les meilleurs vampires, ça va être ceux-là. Comme je vous l'ai dit, hein, les trois primogènes. Il y a Horace aussi, qui est très bon. Voilà, hein, après le reste, c'est pas. Honnêtement, c'est pas fou. Maintenant, nous allons attaquer par les cartes maîtres du deck. Elles sont assez nombreuses et vous allez comprendre que c'est le côté un peu hybride du deck. Ange Gardien, hein, une carte très forte quand vous jouez combat. Ça permet d'avoir plus 1 de discrétion lors des actions de morsure. Pardon, plus 1 d'interception pour vous défendre lors des actions de morsure. Et surtout une prévention de 1 de dégâts. Donc vraiment une carte très forte quand vous jouez combat, quand vous rentrez souvent en combat. Puisque voilà, la prévention de 1 de dégâts, tous les combats, au bout d'un moment, vous sentez que ça fait des grosses économies. Smiling Jack, l'anarque, une carte de kill. Là, c'est littéralement. Il y a des decks qui sont tournés autour. C'est une carte de kill quand vous jouez très défensif. Comme je vous l'ai dit, ce deck peut avoir une option très défensive. Ce n'est pas non plus là où il excelle. Garde Varsovie, une carte de clan Nosferatu très très puissante. Voilà, ça vous permet de vous redresser et aussi de sortir de torpeur gratuitement sans action. Donc vraiment très fort, ça coûte 2 de réserve. Bon voilà, petit défaut. Mais vraiment une des cartes qui justifie le fait de jouer Nosferatu. Le labyrinthe, hein, une autre carte de clan Nosferatu, plus 1 de discrétion, c'est un classique. Même chose pour le terrain de chasse des Nosferatu, hein, gagner toujours du sang sur des vampires qui partent en combat, et c'est toujours bien. Refuge exposé, alors là, c'est une carte de maître qui permet de rentrer en combat tout ce que vous voulez dans ce deck, très très fort. Couplé facilement à renommée. Renommée, ça peut être aussi un moyen de kill.
puisque quand vous tapez les vampires, ben, en général la réserve des joueurs de vos adversaires ne bouge pas. Avec ça, ben, vous palliez à ce problème. Il y a aussi ben, Calice pour tout ce qui est récupération ou transfert de sang. Bah, toujours une bonne carte, hein, surtout qu'elle est triviale. À vous de voir voilà, si vous préférez poupée de sang ou autre. Mais dans ce deck, elle convient parfaitement à ce deck. Cette carte convient parfaitement à ce deck. Et ensuite, un archétype. En général, voilà, je suis un grand défenseur de perfectionniste, mais là, rebelle, un autre archétype, bah, c'est intéressant. Si jamais vous bloquez un, un vampire titré ou une action politique, vous gagnez un point de sang. Bah c'est bien, hein. C'est pas fou. L'avantage par rapport à perfectionniste, c'est que ben vous pouvez gagner plusieurs points de sang sur différents tours. Donc clairement c'est très bien. Vous pouvez gagner un point de sang pendant le tour si vous bloquez un vampire pendant le tour de votre proie et un point de sang si vous bloquez un vampire durant le tour de votre prédateur. Par rapport à perfectionniste, je reste convaincu que perfectionniste est le meilleur. Voilà pour les cartes de maître. Comme vous avez pu le voir, ben, c'est à la fois des cartes de maître qui vous permettent de jouer un deck défensif et aussi un deck agressif qui va rusher les vampires. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, vous voulez rentrer en combat, hein. Vous avez compris, vous voulez rentrer en combat. Maintenant, on va parler des cartes actions, donc principalement des cartes d'installation et de support qui vont vous aider en combat. Ben, vous allez voir, un force surnaturelle, carte extrêmement puissante pour un point de sang à 2 de discrétion, donc c'est évidemment plus compliqué à bloquer. En inférieur, plus 1 de force, bon. Et en supérieur, plus 2 de force. Là, on rigole plus, hein. Les vampires de base qui commencent à taper à 3, c'est pas négligeable. Le seul défaut, c'est que le vampire ne peut pas jouer de panneau arraché. Euh, Panneau arraché, hein, la carte que vous allez voir, je vais vous la montrer. C'est simple. En inférieur, bah, le vampire il a 2 de force. En supérieur, le vampire a 3 de force. C'est bah, littéralement ce que force naturelle fait. Euh, donc voilà, évidemment, essayer de le jouer sur un vampire qui a puissance en supérieur, hein, un vampire à 3 de force, personne ne veut réellement rentrer en combat avec lui. Ensuite, il y a un serviteur super sympa, Nuée de Corbeau. Ça coûte encore un point de sang, mais lui, il a l'avantage que ben, il met un de dégâts supplémentaires. C'est comme si vous avez un bonus de 1 de force. La différence, c'est que ce point de dégâts est environnemental, c'est-à-dire que les cartes qui prévient des cartes de frappe ben, ne peut pas prévenir cette carte-là. Et en plus de ça, ce sont des dégâts à toute portée. Donc c'est-à-dire que même si la personne manœuvre, vous allez pouvoir quand même mettre des points de dégâts grâce à ça. Plutôt sympa. Ah oui, et deuxième chose, c'est cumulable, hein. Clairement, vous pouvez mettre plusieurs nuées de corbeaux. Contrairement à force surnaturelle, où les vampires ne peuvent en avoir qu'un seul, hein, c'est évident. En autre serviteur, il y a Corbeau Espion, tout simplement un serviteur hein, qui permet aux vampires qui le recrutent d'avoir un d'interception permanent. C'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Il y a aussi un allié que vous pouvez tout simplement recruter. Un chien errant hein, qui a 2 fonctionnalités. Bah, déjà, c'est un allié. Vous pouvez bloquer avec lui. En supérieur, il aura 1 de force et 2 de vie. Voilà, c'est un bloqueur quoi. En plus de ça, il peut perdre 1 de vie pour pouvoir donner une poursuite à quelqu'un, à l'un de vos vampires pendant un combat. Donc ça peut être utile pour recommencer des rounds de combat. Imaginez avec force naturelle.
Si personne ne joue de cartes, vous mettez des frappes à 3 alors que le vampire adverse met une frappe à 1. Vous faites une poursuite, c'est encore 3. Le type a perdu 6 pendant que vous avez perdu 2. C'est vite rentable. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, hein, c'est jamais aussi simple. Mais voilà, vous avez une logique de la puissance des combats. Et en plus de ça, oui, chien errant, ça vous permet en gros en le sacrifiant de redresser l'un de vos vampires pour pouvoir bloquer, etc. etc. Donc c'est exactement comme le deck le veut, hein, une sorte de combat un peu défensif. Voilà, c'est un allié qui permet de rajouter tout ce que le deck fait de bien. Et là, on est sur les deux autres actions très importantes. Champ profond, en animalisme en inférieur, morsure à +1. Et en supérieur, rentrer directement en combat avec un autre vampire. Vraiment très fort. Très fort, surtout que bon voilà, vous avez des bonus si jamais l'action n'est pas bloquée. Donc vraiment exceptionnel. Ensuite, il y a aussi Sabotage insidieux, une carte des Nosferatu qui demande d'être défendue et ça peut être un moyen de kill. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque tour, Sabotage insidieux va faire un dégât à votre proie. Et évidemment, si vous mettez plusieurs sabotages insidieux, ça fera de plus en plus de dégâts. Voilà pour les actions, hein, comme vous avez pu le voir, des actions d'installation très, très intéressantes et qui vous aident évidemment en combat. Il y a une seule carte d'action modifieur dans le deck, c'est Perdu dans la foule. Une carte de discrétion, hein, en inférieur, indiscrétion, en supérieur, de discrétion. C'est pas fou, mais grâce à ça, vous pouvez plus facilement passer vos cartes d'installation. Maintenant, on va parler évidemment des cartes que vous voulez voir. Ce sont les cartes de combat. Elles sont peu nombreuses, hein, au nombre de 4. Corneille noire, une carte qui se met avant les manœuvres, donc en tout début de combat. C'est un petit peu comme le serviteur qu'on a vu tout à l'heure. Nuée de corbeau. Nuée de corbeau met 1 à chaque round, n'oubliez pas, hein, à chaque round. Corneille noire, elle, met 2 à chaque round, mais que pour ce combat. Donc voilà, vous faites le calcul, ça peut vite devenir démentiel. Un vampire très bien équipé va très vite mettre avec par exemple force surnaturelle qui met 3 à la main, plus nuée de corbeau, plus corneille noire, et vous montez à 3 plus 1 plus 2. Ça commence à faire beaucoup, hein. 6 en un round, il y a vite tout le monde qui saute. N'oubliez pas évidemment que ce sont des dommages environnementaux, donc ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Ensuite, il y a bien sûr Prise de l'immortel, une carte clé pour tous les decks combat qui jouent puissance. C'est la hantise des decks qui jouent des combats défensifs comme les fins de combat, comme Majesté et Forme de brume. Vraiment, hein, ça empêche tout simplement les frappes qui ne sont pas des frappes à main nue. Donc tout ce qui est vol de sang, tout ce qui est magie, tout ça, vous oubliez. Par contre, il faut être absolument à courte portée. Donc voilà, c'est ce que vous voulez. Évidemment, la carte de frappe de puissance, hein, crochet. C'est simple, hein, en inférieur, plus 2 en dégâts, en supérieur, plus 3 en dégâts. Donc en supérieur, votre vampire, juste avec cette carte, peut mettre des frappes à 4. C'est énorme, couplé avec nuée de corbeau ou corneille noire. Voilà, hein, on atteint vraiment des dégâts colossaux très très vite. Et bien sûr, gorgée de vitae en fin de round. N'oubliez pas que la poursuite, c'est avant les effets de fin de round.
Donc si jamais vous voulez poursuivre avec Poigne de l'immortel, annoncez d'abord une poursuite et ensuite faites une gorgée de sang. Voilà, hein, tout simplement le vampire récupère le nombre de sang qu'il a fait perdre pendant ce round. Donc si vous avez mis si vous avez fait perdre 6 points de sang au vampire en face, et ben vous récupérez tout simplement 6 points de sang. C'est encore une carte clé pour tous ceux qui jouent combat. Donc comme vous avez vu, hein, un combat très puissant, très, on va dire, agressif. Il y a peu de cartes défensives de combat. La seule carte défensive, c'est Prise Immortelle, qui empêche un petit peu tout ce qui est magie et tout ça, et qui réduit le champ de possibilités de vos adversaires. Mais voilà, combat très efficace avec, mine de rien, peu de cartes. Et ça, c'est toujours appréciable lorsque l'on joue combat. Pour tout ce qui est défense, et ben, pour un deck qui se veut défensif dans certains cas de figure, vous avez pas grand chose. C'est là où est un peu le défaut du jeu. Évidemment, sur le qui-vive, hein, un grand classique qu'on ne présente plus, hein, vous pouvez réveiller l'un de vos vampires et un seul sur le qui-vive ne peut être joué par vampire lors des autres tours. Chien de garde, un redressement uniquement lorsqu'on essaye de vous mordre. C'est intéressant, c'est aussi l'une des rares cartes qui peuvent vous donner des manœuvres, donc à utiliser avec parcimonie. Très souvent, en fait, on ne voudra pas vous mordre, mais on voudra vous détruire un petit peu tout ce qui est, comme j'ai annoncé précédemment, sabotage insidieux ou Smiling Jack l'anarchiste. Donc voilà, n'oubliez pas que cette carte-là ne pourra pas être utilisée lors des actions dirigées qui ne sont justement pas des morsures. Conseil des chats, une carte d'animalisme juste exceptionnelle. En inférieur, après un blocage, vous allez pouvoir vous redresser. Donc vous faites sur le qui-vive et ensuite conseil des chats, votre vampire se retrouve redressé pour pouvoir encore bloquer. Et en supérieur, plus 1 d'interception. Donc vraiment une carte polyvalente, vraiment super. Ensuite, il y a réaction instinctive, une carte d'animaliste qui va donner de l'interception. Là, cette fois-ci, cette carte est mauvaise. Clairement, cette carte est mauvaise. Elle ne peut être jouée en gros que quand c'est votre prédateur qui agit. Ça donne de l'interception quand votre prédateur agit, mais parfois vous avez envie de bloquer votre proie et ben, vous pouvez pas la jouer. Et si jamais votre prédateur ne joue pas de discrétion, ben, cette carte est une carte morte. Hein. Ensuite, il y a par contre une carte spéciale Nosferatu, le terrier, ben, très très fort, hein, vraiment très très fort. C'est utilisable que, alors faites attention, hein, il y a un petit défaut, que durant les actions dirigées. C'est-à-dire que si on essaye de casser Smiling ou sabotage insidieux en discrétion, alors là, vous allez pouvoir, ou évidemment vous mordre, vous allez pouvoir vous défendre avec un plus 2 en interception et plus 3 si le Nosferatu est titré. Ça se combine parfaitement avec le trio de Primogène. Que je vous ai présenté au début, hein, vraiment plus 3 d'interception, c'est énorme. Et si jamais voilà, hein, vous la jouez avec ce vampire là, les actions dirigées c'est en une carte plus 4 d'interception. Donc vraiment c'est exceptionnel. Et ensuite il y a District Protégé, une carte un peu tech qui nécessite juste un primogène. C'est pour ça que le prince de la crypte ne sert à rien, puisque il y a des cartes spéciales pour les primogènes. Ben très fort, hein, ça réduit une morsure de 3. Donc si on fait une morsure avec gouverner les indécis, ben paf, c'est une morsure à 0. Ou tout simplement le vampire gagne plus 3 voix lors des référendums. C'est très fort. Clairement, c'est très très fort.
Alors, petite précision, les 3 voix gagnées, c'est uniquement pour voter contre, hein. Les primogènes, ils sont pas contents des votes, donc vous ne pouvez gagner ces 3 voix que pour voter contre. Voilà, c'est bien, mais en général, vous allez l'utiliser plus pour les réductions de morsures. Donc voilà pour les cartes de réaction. Comme vous avez vu, ben, quelques cartes d'interception, beaucoup de grosses défenses contre les actions dirigées, moins contre les actions non dirigées. Vous allez vite comprendre que si jamais vous voulez partir dans le deck building, mon conseil c'est qu'il faut faire un choix. Soit bah, déjà dans la crypte, et surtout dans le choix des disciplines. Je m'explique. La crypte est énormément, principalement vos meilleurs vampires ont animalisme en supérieur. Et ça, ben, c'est en réalité très fort en fait. Donc, moi je vous conseille d'oublier l'aspect puissance, qui est une très bonne discipline de combat, hein. Mais les vampires l'ont en inférieur, donc vous perdez facilement de la puissance des cartes, on va dire, de la value, de la valeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher d'autres cartes dans d'autres packs, hein. Par exemple, comme Réveil Forcé, hein, très bonne carte de réveil. C'est comme sur le qui-vive, l'avantage c'est que vous pouvez en jouer plusieurs lors des tours des autres. Le désavantage c'est que si vous ratez le bloc, ben, vous perdez un point de sang. Rien de grave, hein, avec l'interception que vous pouvez avoir, vous pouvez facilement bloquer les actions. Évidemment, tout ce qui est serre, ben, c'est très fort. Pour vider vos vampires et ensuite pour pouvoir les re-remplir sur vos adversaires grâce à Gorgée de Vitae, hein. C'est un classique quand on joue combat. Il est aussi Armée de Rats. Vraiment, c'est comme Sabotage Insidieux, sauf que celui-là n'est pas cumulable. Voilà. L'avantage, c'est que lui, il ne coûtera jamais de sang. Alors que Sabotage Insidieux peut coûter du sang en fonction du nombre de sabotages insidieux que vous avez sur le terrain. Sinon, vous pouvez toujours aller chercher des cartes de maître d'interception que vous allez pouvoir trouver, lui, dans les packs du sabbat et lui dans les New Blood. Donc vraiment des cartes d'interception permanente, des localisations d'interception permanente. Dans ce deck, c'est très bien. Pas indispensable, mais c'est vraiment très bien. Et bien sûr, si jamais vous la jouez pour un deck très défensif, vous pouvez aller chercher Power Base Montréal, la siège de pouvoir Montréal, que lui vous pouvez trouver dans les autres decks V5. Et surtout, une carte de combat, donc comme je vous ai dit, avec animalisme, aide des chauves-souris, vraiment une carte de combat clé quand on joue animalisme. Combiné à Corneille Noire, ça fait des ravages. Vous mettez un dégât à distance avec une manœuvre, donc en plus ça vous permet de vous éloigner, donc vous n'allez pas recevoir de coups adverses si l'autre ne joue aucune carte. Et avec Corneille Noire, vous mettez 3 dégâts en un round avec une poursuite. Et Corneille Noire, vous avez vu, ça dure tout le combat, donc s'il y a plusieurs rounds, et ben Corneille Noire reste encore actif. Donc vous pouvez encore jouer une autre aide des chauves-souris. Voilà, vous mettez avec 3 cartes, vous mettez 3 plus 3 plus encore 3, vous mettez 9 points de dégâts pendant un combat. Alors que vous avez pris que 1 du dernier round. C'est exceptionnel, hein. C'est probablement l'un des modules combat les plus puissants qui ne coûtent pas de sang. Et ça, c'est très intéressant. En termes d'économie de sang,
C'est vraiment très fort. En revanche, vous êtes sensible aux cartes fin de combat. C'est le problème. Évidemment, prise de immortelle, lui, elle coupe ça, mais ça demande des manœuvres, et comme vous avez vu, enfin, ça demande de rester à courte portée, et comme vous avez vu, il y a malheureusement très très peu de manœuvres dans le deck. Donc voilà pour les cartes que vous pouvez aller chercher dans d'autres decks. Si vous voulez partir donc dans le deck building, ben ça sera à vous de voir si vous voulez partir sur une logique plus défensive, qui peut être plus intéressante en termes d'installation en fait. Vos actions sont là pour jouer des permanents un petit peu comme Nuée de Corbeau, Corbeau Espion, Sabotage Insidieux et Armée de Rats. Et ensuite, une fois que vos actions passent, vous avez évidemment tout un panel de cartes qui vous permettront de les défendre. Voilà, hein, sur le qui-vive aussi, de l'interception, Conseil des chats qui est très 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 fort dans ce cas de figure. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez avoir ce module défensif ou plutôt ce module offensif avec beaucoup plus de champs profonds, moins d'interception. Aussi, voilà, hein, refuge exposé, voilà, renommé, donc vraiment des cartes qui vont en action chercher la castagne. Évidemment, vous aurez moins de possibilités de faire des actions d'installation, puisque vos actions de base seront soit des morsures, soit des rentrées en combat. Le deck est un peu plus monomaniaque, on va dire, de ce style-là. Vous pouvez toujours essayer de faire des actions d'installation grâce à Garde Varsovie, qui vous permet de vous redresser et ensuite donc du coup de partir en rush. Voilà, c'est deux plans de jeu où les deux valent le coup. Clairement, le plan de jeu, pas défensif, mais juste avec champ profond et, en rush, que ce soit en morsure ou en rush, et ben clairement ça vaut le coup, parce que n'oubliez pas que vous avez deux vampires qui ont des bonus de plus 1 de morsure. Lenny et Larissa. Donc avec champ profond, hein, vous atteignez vite des morsures à 3, et c'est pas c'est très fort en fait, c'est très fort, et sans perte de sang, et ça aussi c'est très intéressant. Comme vous avez vu aussi, le deck souffre de manque de déflexion, donc c'est pour ça qu'avoir beaucoup de discrétion sur les actions dirigées pour bloquer les morsures, c'est évidemment très fort. Et le dernier choix que vous devez absolument faire, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, hein, soit un module de combat puissance, soit un module de combat animalisme. Alors le deck en l'état actuel, il est plus axé un peu hybride, puisqu'il n'y a pas aide des chauves-souris, mais voilà. Si jamais vous partez dans le deck building, je vous invite à choisir. Gorgée de Vitae, hein, c'est pour les deux. C'est clairement pour les deux. Voilà, le côté puissance vous permet de pallier tous les problèmes de fin de combat. Le module animalisme est le plus puissant, mais souffre de manque de possibilités sur les fins de combat, etc. etc. Ah oui, dernière chose, Aide des chauves-souris a été réédité qu'une seule fois, c'est lors d'un premier sang Nosferatu. Là, j'appelle Black Chantry Productions, s'il vous plaît, rééditez Aide des chauves-souris, hein. Le deck est difficilement trouvable en ce moment. Donc voilà, ça c'était le deck des Nosferatu de cette boîte. Un deck combat qui est
vous allez voir, hein, si vous aimez les challenges et les récompenses. C'est un deck très fort, mais qui a besoin de beaucoup de vision de jeu. Savoir qui combattre, savoir si vous pouvez facilement défendre vos cartes. Mais c'est un deck vraiment qui peut être extrêmement puissant dans certaines configurations. Voilà, encore une fois, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner.